Je me présente avant de lancer le petit film qui va planter un peu le décor, qui va nous dire quand même pourquoi nous nous battons et pour quelles raisons. Et le pourquoi est très important de tout acte que nous posons. Parce que pour poser un acte, tu te poses la question, le pourquoi. Moi, je me nomme Massa Koné. Je suis le porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Et je joue aussi le même rôle au sein de la convergence globale de lutte pour la terre et l'eau ouest africaine. Donc, je lance ça pour que, avant de commencer mon intervention, après le petit film, il y aura la présentation, ma communication que je vais le faire sous forme de diapo, puisque c'est des règles du système. Et nous sommes tous mouillés là-dedans, qu'il faut le faire comme ça. Et après, maintenant, bon, il y a des petits films de nos luttes. Et ça, c'est notre règle. Et donc, quand on fait leurs règles, il ne faut pas oublier que nous aussi, on a notre règle. Et nous finirons par notre règle. Merci. Ah, il n'y a pas de son. Le son. Depuis plusieurs années, des investisseurs privés prennent le contrôle d'importantes surfaces de terre pour créer de grandes exploitations agricoles, principalement dans les pays du Sud. Ces projets sont soutenus par les gouvernements qui leur réservent souvent les terres les plus fertiles et les mieux situées, proches des infrastructures, par exemple. Cela a des conséquences sociales, car certains citoyens sont déplacés sans être indemnisés, et environnementales, notamment car ces grandes exploitations utilisent beaucoup de produits chimiques. Alors pourquoi les gouvernements facilitent-ils ces projets? Selon eux, les grandes exploitations produisent plus que les petites exploitations et sont plus rentables. Pour vérifier cela, comparons ces deux types d'exploitation. Une grande exploitation utilise des machines agricoles, emploie des ouvriers salariés et produit de grosses quantités pour le marché. Elle ne produit généralement qu'une seule sorte de culture. Une petite exploitation, en revanche, est souvent gérée par une famille qui utilise des outils manuels ou parfois des machines. Elle produit plusieurs cultures dans le but de se nourrir, mais aussi de vendre sur les marchés. Son revenu est souvent faible car elle possède de petites surfaces de terre. Mais laquelle de ces exploitations est la plus efficace? Pour produire l'équivalent de 1 000 € de production par hectare, une grande exploitation doit se procurer des semences, des engrais chimiques et du carburant pour les machines. Elle doit également acheter des pesticides car la monoculture favorise l'émergence de parasites. Sur les 1 000 €, il ne reste donc plus que 300 € environ. Prenons maintenant l'exemple d'une petite exploitation. Elle a un rendement souvent plus faible par hectare, par exemple l'équivalent de 800 € de production, mais elle récupère des semences grâce à ses cultures, utilise du fumier en guise d'engrais et achète peu de carburant. Elle limite également les pesticides car la diversité des cultures se prête moins au développement des maladies. Sur les 800 €, il reste 600 €. Ainsi, les petites exploitations agricoles produisent plus de valeur par hectare. Au nombre de 500 millions dans le monde, elles représentent plus de 3/4 de la production agricole. Alors pourquoi les grandes exploitations paraissent-elles plus rentables? Parce que les investisseurs ont accès à de très grandes surfaces presque gratuitement, qu'ils payent généralement peu leurs ouvriers et ne payent pas ou très peu d'impôts ou de taxes. L'accès à la terre et à l'eau, mais aussi au crédit et au soutien public, doit donc être réservé en priorité aux petites exploitations partout dans le monde.
Bon, comme vous l'avez... Je viens de le présenter en petit film. Je suis paysan. Je suis paysan au Mali. Je suis producteur. Je refuse de dire que je suis... Quand on me dit petit paysan, je dis qu'il n'y a pas de petits paysans. Les grands enfants ont leurs moyens et nous travaillons à notre moyen. Donc, vu tout ce que je viens de vous présenter, qui est cette inégalité sociale qui est sciemment faite par le système, parce qu'il gagne beaucoup à soutenir ces grands investisseurs et qui continuent à agrandir leurs terres et qui sont à leur service, qui utilisent leurs herbicides, qui utilisent leurs machines, au détriment de nous, les petits agriculteurs, ça entraîne beaucoup de conséquences. Raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, en tant que militant de ces mouvements qui ont compris que nous sommes condamnés à aller ensemble, à lutter contre ce système qui nous opprime tous, qu'on le veuille ou non. Soit tu te soumets à leur service, tu fais ce qu'ils veulent, ou tu es condamné et traité de celui qui soit est cervelé, soit est malade. Ah, je suis... Voilà, je pense que ça va. Si tu veux te balader, tu peux prendre celui-là. Oui, je ne suis pas habitué. Vous m'excusez. Donc c'est pour ces raisons que dans mon pays, particulièrement le Mali, ces petits agriculteurs des différentes communautés qui sont victimes de ce comportement, de ce soi-disant développement par de grands investissements, donc se sont trouvés ensemble parce qu'ils sont victimes de ce phénomène qui fait des expulsions forcées, ce phénomène qui détruit nos familles, ce phénomène qui nous met hors du système. Donc ensemble, c'est ce qui nous ont poussés à nous mettre ensemble, à mettre en place la convergence malienne contre les accaparements des terres. Et comme vous voyez, cette convergence c'est un réseau d'organisations qui sont mis ensemble pour lutter contre ces fléaux. Ces fléaux aujourd'hui, qui se disent pour notre développement, mais en réalité qui nous transforment en consommateurs et qui nous transforment, qui nous continuent à nous utiliser comme des sujets dépendants. Et nos seules ressources aujourd'hui qui nous restent en tant que commune, en tant que citoyens vivant dans une communauté, dans les cités, et ceux qui incarnent notre liberté, qui sont ces matières qui, depuis des siècles, dont nous sommes liés culturellement, nous sommes liés de façon coutumière qui est la terre, l'eau, nos semences, qui nous permet, jusqu'à preuve du contraire, d'avoir cet aliment sain que nous-mêmes nous produisions du sein de notre front, est mise en cause et condamnée par toutes leurs lois et leurs constitutions. Parce qu'eux-mêmes dépendent de ces matières. Eux-mêmes nous contrôlent à travers ces trois matières. Donc, ils ont mis beaucoup de règles et nous sommes les victimes de ces règles. Donc, victimes de tout ça, nous nous sommes mis ensemble et c'est ce qui nous a poussés à aller à la convergence malienne contre les accaparements des terres. Donc, l'historique, quand même, est bien à connaître parce que, d'abord, je suis dans une zone qui est l'Afrique, qui a subi des colonisations. Ce n'est pas le seul continent qui a subi des colonisations. Mais que la colonisation a laissé des séquelles. La réparation de ces séquelles n'ont pas été faites par ceux qui ont été les premiers à dire que nous avons pris l'indépendance, qui sont nos papas, nos grands-pères et tout,
Ils n'ont pas réparé ces séquelles, mais ils ont profité de ces séquelles, des psychoses sociales, pour eux-mêmes vivre à la place de ces bourgeois qui étaient là, qui se montraient riches. Ils ont parlé leur langue, ils ont accepté toutes les règles, mais ils se disent indépendants. Mais le problème est que les dérivés de ce problème a été l'ampleur maintenant de la privatisation de tout ce qu'on demande, qu'ils avaient commencé à dire les biens de l'État, y compris nos biens naturellement liés à notre vie, qui est la terre, l'eau et les semences. Donc c'est ce qui a eu des corollaires d'accaparement des terres chez nous. Quand on dit accaparement, comprenez qu'une seule société, une seule multinationale peuvent aller s'acheter à travers des baux amphithéotiques des milliers et des milliers d'hectares de terres arabes où vivent les communautés tranquillement. Et d'autres, c'est pour des exploitations minières, des contrats qui sont faits sous le dos de beaucoup de villages qui y vivent tranquillement, dont même le nom République, démocratie, État, loi est venu trouver ces systèmes sur place, ces villages sur place. Donc le système ne les respecte pas dans leur cause et donc se permet de donner des permis d'exploitation sur ces villages. Et un beau matin, on vient leur dire dégager, la terre appartient à l'État. Et cet appartenant de la terre à l'État a été sciemment accepté par même nos parents qui sont allés à l'indépendance et qui ont vu ça écrire dans les documents, qui ont accepté ça parce que eux, ça leur sert. Ils savent que c'est eux et leurs fils et leurs descendants qui vont nous gouverner. Donc il est bon que quand on dit la terre appartient autrefois aux colonisateurs, à l'indépendance, à l'État, puisque eux, ils savent déjà que c'est eux qui vont diriger les gouvernements, c'est leurs fils qui vont diriger le gouvernement, donc la terre leur appartient. C'est ce que ça sous-entend. Donc c'est eux qui vont gérer ces terres-là de ces communautés à leur place. Et ils l'ont vu, mais n'ont jamais dit au peuple. Mais comprenez aussi que c'est la langue que nous étudions à l'école, qui est la langue du colonisateur, jusqu'à preuve de contraire, 80% ne sait pas les lire ni l'écrire. Et toutes nos lois sont écrites à la langue du colonisateur. Donc c'est tous ces phénomènes qui se sont succédés, qui ont fait qu'à un moment donné, on part de victime en victime, de résistance en résistance, d'expulsion en expulsion, que les différents, nous étions obligés d'aller à faire des différents grands forats. Les forats n'est autre que organiser des grands espaces, appeler d'autres organisations, d'autres communautés pour venir leur parler de la réalité du danger qui guette les communautés. La réalité du danger qui est en train de détruire notre tissu social. La réalité du danger qui est en train de détruire les communautés et de les rendre dépendants par un système sciemment mis par les politiques impérialistes et que nos gouvernements sont obligés de y soumettre parce qu'eux aussi, ils ont tout à gagner là-dedans et ils se servent de leur armée pour venir nous opprimer. C'est suite à tous ces forats des différentes organisations que nous avons pris conscience de mettre cette organisation sur place. Donc cette organisation, les premières organisations qui ont accepté, il y en a beaucoup, mais ceux qui ont accepté de suivre la voie, d'être avec les autres, de résister, de faire des enquêtes, d'accepter d'écouter ces communautés victimes, sont ces quelques organisations au début qui ont accepté de le faire. Parce que si tu es en lien avec le gouvernement, tu ne peux pas t'attarder à remettre en cause toutes les décisions qui ont été prises par ces politiques, par l'élite. Donc, il faut être fort pour venir de notre côté et pour te dresser contre eux. Parce que si tu viens de notre côté, il n'y a pas de populisme, ça veut dire que tu es contre eux. Parce que nous dénonçons tout ce qu'ils se disent développement ou tout ce qu'ils se disent loi ou règlement. Donc, quand nous nous sommes mis ensemble, nous sommes donnés des objectifs.
Les premiers objectifs, c'est de permettre aux victimes d'expropriation, de déguerpissement, d'accaparement des terres, de l'eau, à s'unir et à savoir et faire prévaloir leurs droits. Parce que la notion du droit, l'interprétation même d'une notion du droit, est devenue tellement ambiguë par les soi-disant juristes qui sont du côté du système que souvent on se demande qu'est-ce que c'est que même le droit. Mais le danger pour nous aussi, qui n'est pas pour vous, c'est que la notion du droit est interprétée dans une langue qui n'est pas nos langues natales. Donc celui qui maîtrise la langue, c'est lui qui peut le décortiquer à sa manière. Et les communautés qui sont à 80% n'ayant pas pouvoir parler de cette langue sont victimes. Donc celui qui peut mieux manier cette langue dont le pays a pris comme langue officielle, c'est lui qui l'interprète. Et lui, il est toujours soit dans le banc des juges, soit du côté de l'administration. Parce que c'est lui qui a les moyens de venir exproprier nos terres. Donc nous sommes dit qu'il faut que cette écriture de nos droits soit dite dans nos langues natales. Que tout le monde le comprenne, que tout le monde sache qu'est-ce que c'est que le droit. Et pour que tous ces gens puissent se mettre ensemble et résister contre cette injustice. Donc le deuxième a été de faire arrêter légalement et légitimement toute forme d'expulsion. C'est eux qui parlent, c'est eux qui ont fait les constitutions, ceux qui se disent code civil, ceux qui ont ratifié les conventions à travers le monde. Donc il faut passer par tous ces outils pour les bloquer dans leurs propres règles, dans leur propre système. Donc le troisième, c'est d'exiger aussi qu'ils réparent leurs préjudices, parce qu'il y en a beaucoup de victimes. D'autres sont morts, les familles sont explosées, les familles sont divisées, les tissus sociaux sont partis en l'air. Les villages sont contraints d'être complètement rasés. Mais il faut qu'ils réparent. Donc maintenant, on l'a mis dans nos objectifs. Donc, nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait des cadres structurés de dialogue et de politique pour la protection et la conservation du bien commun. Tout le problème part à partir de là. Quand ils nous ont amenés à l'université, ils nous ont poussés à une fenêtre qui nous ouvre une autre porte, qui nous met en danger nous-mêmes. Le bien privé, la propriété privée, privatiser tout, même nos valeurs sociales, même le bien commun qui est facteur de lien familial, communautaire, dont nous gérons ensemble dans nos villages, dans nos familles, qui sont les terres familiales, qui sont les rivières, qui sont nos semences. Nous avons dit dans nos objectifs qu'il faut qu'on travaille, qu'on mette tout en œuvre pour qu'il y ait des espaces structurés, des politiques nationales pour conserver ce bien commun. Car ce sont ces trois matières aujourd'hui qu'on peut se dire toujours autonomes. Quand on nous prend ces trois matières, l'autonomie c'est fini. Donc il faut tout mettre en œuvre pour protéger ce bien commun qui est un bien pour toutes les communautés et que tout le monde doit avoir accès à ces biens. Donc, nous sommes dit qu'il ne faut pas que le combat que nous engageons chez nous se limite quand même à nous. Ce n'est pas le Mali seulement qui est dans ce problème, c'est toute l'Afrique et même le monde entier. Donc, dans notre objectif 5, c'est de soutenir les actions en Afrique et en lien avec les objectifs de la convergence. Sortir même dans notre cadre du Mali, puisque nos histoires sont scellées avec les autres pays du Sahel et d'Afrique, il faut le développer. Il faut aller vers les autres, des autres victimes, les autres formes de résistance. Tout ce qui se bat pour la reconnaissance et pour la conservation de ce bien commun, qui est basé par ces trois matières aujourd'hui que
nous devrons défendre effarouchement. Donc, c'était l'objectif 5 que nous avons mis, que nous sommes dit qu'on s'engage à le faire. Donc, c'est partant de ces objectifs que nous sommes sortis un peu de notre cadre malien et que nous sommes trouvés dans un cadre sous-régional. Donc, qui est la convergence globale de lutte pour la terre, l'eau en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, dans cette convergence, nous prenons beaucoup l'agroécologie qui n'est qu'une diversité de cultures, d'agriculture, qui, nous permet de conserver notre autonomie en tant que paysans, en tant qu'artistes, en tant que penseurs libres, mais aussi de respecter aussi, comme l'a dit le professeur avant moi, qu'on a d'autres habitants sur la terre et qui ont leurs droits, que nous devrons nous aussi en tenir compte, la biodiversité. Donc nous avons engagé des actions. Et dans ces actions, c'était des grands espaces publics d'échange entre victimes d'expropriés, d'abord au Mali, comme c'est ce qui les fait mal, trouble à l'ordre public, occupation illicite de l'espace public, comme nous ne faisons pas partie du public, ça les fait mal. Et nous continuons à faire ça. Parce qu'il faut que nous aussi, et ils ont leurs bureaux, ils ont des grands centres, ils ont tout pour échanger entre eux. Et nous, il faut qu'on ait ces grands espaces publics, sortir devant tout le monde à visage découvert pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Pour que l'autre qui est terrorisé, et même, je peux dire, héréditairement terrorisé, parce que par le barbarisme d'abord de la colonisation. Après, maintenant, le barbarisme aussi de ceux qui ont pris le pouvoir, qui se dit les gouvernements, qui continuent à les oppresser avec la police, la gendarmerie. Donc, il faut que d'autres, il faut les sensibiliser à dire que vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez venir avec les autres. Vous pouvez réclamer votre droit parce que vous êtes lésés dans votre vie et dans votre bien, et vous êtes légitime aussi sur vos terres, car nous vivons sur ces terres depuis des siècles. La colonisation a trouvé nos communautés, nos tribus sur ces terres. Les soi-disant indépendances des grandes conférences de Yalta qui a dit oui, ça sera Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, qui n'existaient pas. Personne ne connaissait ces noms-là. Ces noms ne sont connus, n'ont été connus que par ces premiers qui ont été dans l'école du colonisateur et qui leur a parlé de Guinée, Mali, tout. Et ce sont les noms qui ont été donnés par les mêmes colons aujourd'hui, qui ont été acceptés par nos pères aussi, qui sont des colons aussi. Parce qu'ils ne se sont pas rébellés contre ces noms qu'on nous a donnés, qui n'existaient même pas dans notre histoire. Donc, nous avons dit qu'il faut que nous aussi, nous dénoncions ça. Donc, c'est à travers ça que nous avons mené beaucoup d'actions. On fait des forats, on fait des grandes rencontres, on occupe les places publiques, on invite tout pour sensibiliser tout le monde qu'il est temps que nous-mêmes, nous mettons notre système sur place. Car nous avons hérité d'un système qui ne donne aucune chance de vie. Puisque ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu ouvrir leur voie dans ce système, nous devrons être capables d'ouvrir notre propre voie dans ce système. Donc maintenant, pour ça, d'étude en étude, nous avons constaté que le premier problème est que nous avons hérité des constitutions. Oui, on se blâme en Afrique et dire qu'on change les constitutions, on fait ça. Mais c'est les mêmes langues, langue anglaise ou langue française. On se tiraille, personne ne parle de sa propre langue, personne ne défend sa propre langue. Tout le monde dit, se bat entre les vers et les grammaires, les définitions du sens des mots de la langue, que se disent en langue officielle. Mais vous ne voyez personne
lever les lois du pays, dire que ces lois ne protègent pas les citoyens du pays. Nous avons hérité des lois qui ne nous protègent pas. Le paysan en Afrique, il n'y a pas de loi qui le protège. Non? On dit oui, à la conférence de tel endroit, il faut mettre 10% dans l'agriculture. On doit mettre 10% dans l'agriculture, 20%, 50% dans l'agriculture. Pourquoi tu ne mets pas des lois qui protègent ce paysan, son environnement et son bien commun à bien travailler dans la sécurité? Non, on ne met pas des lois pour les protéger. On préfère les jeter des miettes et dire que oui, je suis en train d'investir dans l'agriculture. Mais il n'y a pas de loi qui le protège. Pour vous faire comprendre que les problèmes des semences paysannes qu'on parle, qui jusqu'à preuve de contraire, chez moi, au Mali, occupent 75% des semences utilisées dans nos champs, n'est reconnu dans aucune législation de mon pays et de l'Afrique. Vous ne voyez d'aucune de nos législations, de nos politiques, la reconnaissance de nos semences paysannes qui demeurent jusqu'à preuve de contraire 75% de nos semences. Vous ne verrez dans aucun document qui, moi, me sécurise par rapport à la matière que le gouvernement dit oui, il faut beaucoup produire, il faut que je vous donne des engrais, il faut que je vous donne des herbicides, mais je travaille sur une terre où cette terre ne m'est même pas reconnue. Mais cette terre, je ne l'ai pas achetée, mais je l'ai héritée de mes ancêtres depuis des siècles et des siècles. Mais cette terre, non, on dit que oui, il peut être reconnu, mais jamais il m'est reconnu et sécurisé. On dit non, il faut que j'aille auprès du gouvernement, il faut que j'aille payer cette terre dont je suis en train de l'exploiter de façon légitime, et c'est ma propriété de façon légitime, mais légalement ne m'appartient pas, parce que ce gouvernement qui s'appelle la République du Mali, qui a mis les ministres et les présidents, je n'ai pas été les repayer mon propre terre. Même en droit, c'est un déni de droit. Tu ne peux pas dire qu'il est légitime dans une zone et dire que légalement, il n'est pas propriétaire. Il y a une contradiction. Mais oui, les juristes sauront bien interpréter ça pour nous convaincre. Donc, nous ne sommes pas garantis sur ces matières. Le fleuve, le rivière, tout ce qui est de l'eau, parce que l'eau, ce n'est pas seulement l'eau de consommation. Quand on dit l'eau, les gens, ils le comparent à l'eau de consommation, ce n'est pas l'eau de consommation seulement. L'eau, c'est avec le grand E. L'eau, nous, on le voit sur le plan culturel et spirituel. Son rôle même dans l'humanité, le rôle de cette terre dans notre vie en société, de notre développement, de notre savoir devenir, de notre santé. C'est ce qu'il faut voir. Que c'est tout. Le seul maître, c'est ce soi-disant État qui est là. Et l'État, c'est qui? Ce n'est plus moi. Parce que si je mets quelque chose, jamais à la justice, on dirait que bon, puisque tu fais partie de l'État, donc, bon, tu as mal fait, prochaine fois, il ne faut pas. Non, 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 il me sanctionne. Mais s'il faut vendre 100 hectares, 20 000 hectares à une société d'exploitation, la terre appartient à l'État, mais moi, je ne suis pas consulté. Non, 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 je ne suis pas l'État. Ça veut dire que je ne me lève pas, je ne suis pas l'État. Parce qu'ils savent que eux qui sont là-bas, qui sont les ministres, c'est eux l'État, ce n'est pas nous. Donc la définition de l'État faite de façon étymologique ou pas, nous ne pouvons pas accepter que nous fassons partie de cet État. Donc, raison pour laquelle nous sommes dit qu'il faut changer toutes ces lois. Il faut avoir des politiques foncières qui reconnaissent ces matières-là comme des biens communs. Dans leur gestion collective, c'est la seule alternative pour nous permettre de garder ces terres-là pendant des siècles et des siècles. Parce que le bien commun que nous appelons nos droits coutumiers, c'est la gestion collective des terres. C'est un héritage qu'on a eu de nos ancêtres. Et nous devrons le léguer en héritage aussi à nos descendants. Mais si nous acceptons d'aller à l'ère soi-disant bien privée, que chacun ait son petit hectare,
Ça veut dire que ce qui est arrivé en Europe va nous arriver nous aussi. Et bien pire. Bien pire. Pour éviter ça, cette terre qui nous lie de façon communautaire, qui nous lie, qui est sacrée pour nos liens familiales, nous devrons le conserver parce que ça joue un rôle de développement, mais aussi d'hospitalité et aussi culturelle. Donc nous devrons le garder pour le sauver des griffes de ces multinationales qui en servent et qui nous transforment à des ouvriers et à des machines de production. Donc, protéger ces matières, aujourd'hui, nous devrons les faire dans leur propre système avant de changer ce système-là. C'est quoi? C'est eux qui parlent de constitution, c'est eux qui parlent de loi, c'est eux qui parlent de politique. Et nous, ensemble, parce que nous sommes une masse, nous devrons les influencer pour qu'eux-mêmes écrivent dans leur propre système, dans leur propre règlement, que ces biens-là sont sacrés. Et que ces biens resteront des biens communs et reconnus aux communautés qui y vivent depuis des siècles. Ça, c'est la reconnaissance de la légitimité à la légalité, à leur légalité. Parce que leur légalité, c'est le papier que tu peux l'obtenir aujourd'hui si tu as des millions. Mais la légitimité, tu ne peux jamais l'avoir aujourd'hui. Tu ne peux jamais l'avoir. Et nous, on l'a. C'est ce qu'on a dit à nos gouvernements. Nous, on a la légitimité. Et les vraies bases d'une légalité doivent avoir une pliée de légitimité. Et mais vous avez des légalités, vous vous foutez de la base légitime de votre légalité, dont nous nous battons pour que notre légitimité soit reconnue par eux aussi comme une légalité. Et pour cela, il faut qu'ils changent toutes nos constitutions, à reconnaître ces matières comme des biens communs et reconnus aux tribus, aux communautés qui y vivent. Donc, c'est la partie qu'on a mis. Et la construction d'une vision commune aussi sur le foncier coutumier. C'est là où ils nous mettent en guerre. Ils vont aller dire à l'autre tribu, oui, historiquement, vous êtes là depuis tant d'années. Et aussi, historiquement, c'est les allochtones, c'est des autochtones. Ils inventent tous les mots pour nous mettre en guerre. Aujourd'hui, vous allez voir chez moi au Sahel, c'est la guerre. Ces guerres sont sciemment montées de toutes pièces par ces genres de définitions de ces mêmes idoles et serviteurs du système qui viennent avec des mots autochtones, allochtones, étrangers. Et c'est contre ça qu'il faut se battre pour être ensemble. Donc nous avons dit, pour obtenir tout ça, il faut les alliances aussi avec ces députés-là aussi. Nous sommes une masse qui veut qu'on vote pour toi. Tu t'engages à dire, mais on va te dire, voici ce que nous voulons changer. Tu es d'accord? On s'en fout, on ne sera pas politicien. Hein. Mais puisqu'on est dans leur système, qu'on le prend ou non, ils vont le prendre. Et nous, on va dire, si on te prend, toi aussi, tu vas faire une alliance, tu vas faire passer nos lois. Donc, on a mis ça dans nos alliances. Et mettre aussi des cartes aussi multi-acteurs aussi. On se complète dans la lutte. Et cette complémentarité, il faut qu'on le conserve pour obtenir aussi ces objectifs que nous sommes donnés. Donc, quand on est allé à l'objectif 5, c'est 15 pays en Afrique de l'Ouest, mais les mouvements de lutte des ONG progressistes qui se sont mis ensemble pour engager cette lutte d'ensemble. Une lutte de masse, une lutte d'action, une résistance concrète. Et pour ça, ce que j'ai eu à vous dire au préalable, toutes les organisations qui sont membres de la convergence globale sont convaincues de ça. C'est notre règlement, c'est notre charte. Être convaincu qu'on n'a pas d'autre issue, qu'on est déterminé à résister contre un système, mais avec un socle de considérer ces matières qui sont indispensables comme des biens communs. Donc,
quand on s'est engagé, nous avons dit qu'il faut aller les remettre des documents pour leur dire qui nous sommes, ce que nous voulons. Parce qu'ils ont mis, on est dans les pays, Mali, Guinée, tout, c'était comme ça, puisqu'il y a des résistances partout. Ils ont mis la CEDEAO. La CEDEAO, c'est les États ouest africains. Ils ont mis les principes de subsidiarité. Donc, les soi-disant CEDEAO, UMOA, sont le consortium de ces États qui se mettent ensemble et maintenant sont devenus des points de passage de toutes les propagandes des multinationales des systèmes capitalistes. Donc, quand il prend une décision à la CEDEAO, l'Union des États ouest africains, avec des principes de subsidiarité, tous les pays doivent l'appliquer automatiquement. Ils ne prennent plus la peine d'aller convaincre, d'aller chercher nos présidents une par une dans leur pays, parce que souvent il n'y a pas d'insécurité. Ils les appellent tous dans un seul pays. Ils sont convaincus ou imposés d'accepter une décision et par principe de subsidiarité, chacun l'applique automatiquement chez lui. Donc nous avons fait des bouquins et nous avons engagé des grandes actions. De façon, vous allez voir, jusqu'en 2020 aussi, nous sommes en caravane. On fait des grands forums, des grandes actions et chaque fois, on les remet les documents. Il faut comprendre que la lutte pour le changement du système est une lutte globale. Mais nous, on a une première lutte au préalable. C'est besoin immédiat qui permet à 80% de la société qui vit de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui sont privés aujourd'hui de ça, pour qu'ils soient tous dispersés et tous poussés à l'exode rural pour des grandes agglomérations de la ville, il faut se battre d'abord contre. Et pour se battre contre, il y a une éducation depuis au temps de la colonisation jusqu'au temps des indépendances de ceux qui nous dirigent. On a été colonisés et dans cette colonisation, ils nous ont donné une éducation. Et cette éducation, qui est l'éducation scolaire à l'école, nous a éduqués pour qu'on puisse se soumettre et nous aveugler, nous couper complètement de ces connaissances qu'on avait avant l'arrivée de la colonisation et la continuité, la prise de flambeau de la continuité de la colonisation par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont disent des indépendants, nous ont éduqués à être d'accord avec le système impérialiste et capitaliste. Il faut d'abord travailler pour démonter entre nous, communautés, entre jeunes, entre femmes. Il faut qu'on comprenne d'abord que l'éducation qu'on a eue n'était pas la vraie, mais cette éducation était là pour qu'on soit docile et qu'on soit des vrais acteurs de la consommation. Donc, nous, on a ce combat d'abord en Afrique. Qu'on puisse comprendre et avoir confiance en nous-mêmes et être fiers de nous-mêmes. Et maintenant, aller avec les autres maintenant pour un autre monde, une autre vision, une autre forme et des portes de sortie pour ce monde. Donc, raison pour laquelle, dans ce combat, nous menons bien vrai des documents de plaidoyer pour la CEDEAO, pour nos chefs d'État, mais aussi des combats de façon locale de ceux qui sont victimes de tous ces programmes d'exploitation minière et pour tous ces gens qui sont sous ce couple. Donc, il faut des grandes conférences, des grands débats, des grands échanges pour leur donner cette fierté, leur sensibiliser et qu'ils comprennent que ce qui leur a été dit est faux. C'est pour les maintenir dans la consommation et c'est pour continuer à les tenir comme des idoles du système. Donc maintenant, c'est ces deux combats c'est ces deux combats que nous menons dans la convergence globale des luttes. Encore beaucoup? Bon, non, bon. Bon, oui, ça c'est 10 minutes. Donc maintenant, ça c'est les points forts. Les points forts, l'objectif de la conférence de Yalta en 58, en 56 ou 58, pour la balkanisation de l'Afrique, l'objectif n'était autre que de créer la méfiance entre les communautés. De créer une concurrence qui ne dit pas son nom entre les soi-disant États, Mali, Burkina, tout. Donc, cette méfiance va être une barrière, un obstacle
pour que les uns puissent aller vers les autres et apprendre d'eux. Pour apprendre de l'autre, il faut avoir confiance en lui. Donc, vous allez voir que c'est grâce à lors des fortes mobilisations, c'est ce qu'on fait. On trimballe des communautés de 10, de 5 à 10 pays vers d'autres communautés dont ils ne connaissent ces communautés que par l'écriture d'un soi-disant chercheur inconscient au service du système et qui donne toutes sortes de mots sordides à l'autre. Ils ne les connaissent qu'à l'université que le fils est allé et dit que ah oui, on dit que les bobos c'est comme ça, ils mangent de l'homme, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et lui, il a appris à l'université, il vient dire à ses parents. Et la méfiance continue. Donc c'était rapprocher les communautés de façon physique, qui se retrouvent physiquement, qui parlent de leur histoire, qui s'interrogent, qui se parlent, qui se touchent, qui se frottent, pour voir que l'obstacle qui est là est sciemment mis entre les communautés. Et que les soi-disant frontières, c'est faux, c'est pour nous maintenir dans le marché mondial du système. Donc la mise en résultat de tous les mouvements, qu'est-ce qu'ils soient pécheurs, on dit écoute, arrêtons nos sectarismes. On n'est même pas nombreux face à eux, à plus forte raison qu'on se met en petits secteurs, qu'on converge ensemble pour converger les luttes. Et valoriser aussi nos aliments locaux. Si nous valorisons nos aliments locaux, mais les McDo et autres, qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez nous? Et ils vont plier bagages. Il faut les faire mal dans leur propre système. Donc il faut valoriser notre savoir-faire, nos aliments locaux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens, tu es fonctionnaire, tu as un peu d'argent, ta femme, tes enfants te disent mais papa, il faut m'amener au cyber, au McDo. Je ne vais pas manger les plats locaux. Donc, c'est ce travail que nous avons engagé et dire que si chacun consomme sa production, on peut les faire mal. Il faut toujours les faire mal. Donc, c'est ce qu'on fait. Les partages collectifs sous-régionaux d'une plaidoyer agroécologique, donc à travers des livres, à travers tous les bouquins, et dire que notre agriculture qui méprise, c'est cette agriculture qui est la meilleure. Il faut le maintenir, il faut le développer entre nous. Il faut qu'on échange nos expériences et nous-mêmes, nous serons nos propres experts. Donc maintenant, c'est ces points forts qu'on fait dans nos grandes mobilisations. Donc maintenant, bon, je vous remercie beaucoup. J'ai un peu trop parlé. C'est des activités d'envergure qui traversent beaucoup de pays. Mais pour démystifier le pouvoir de l'autorité face aux administrés qui sont là, on les met tous ensemble. Donc maintenant, la caravane va servir à amener les communautés locales et les autorités pour qu'il y ait un débat clair autour d'un sujet qui est le problème du milieu. À l'eau et à l'agroécologie paysanne a effectué sa première sortie officielle au Bénin. Ici, ces communautés qui donnent l'apparence d'être enthousiastes vivent en réalité l'une des pires injustices du pays. En effet, leurs terres, héritées de leurs aïeux, sont aujourd'hui aux mains d'un homme qui a usé de sa fortune et abusé de son influence pour accaparer les ayants droit de leurs biens en complicité avec des élus locaux. Le chef du village de Bawété nous raconte les faits et fond d'espoir que l'arrivée de la caravane chez eux puisse requinquer la lutte. Depuis 2002, que M. Honorable Fakoum a arraché notre terre, 227 hectares sur notre terre.
Et en ce temps, c'est après ça là que la population s'est levée pour aller le voir, pour dire que, mais comment ça se passe. Et c'est en ce temps là qu'il a commencé par convoquer les gens pour les renvoyer aux prisons. Moi, en 2007, ils ont mis 8 personnes aux prisons et le 29 juillet 2014, on nous a appelé aussi pour dire que de venir, le commandant de la compagnie de Koubert nous a venu. Elle m'a remis des convocations de remercier aux gens et je l'ai remis. Donc il a dit que le vendredi de venir. Bon, quand on a été le vendredi, donc on nous a pris encore pour aller jeter en prison. Moi aussi même, je suis parmi eux. Et le 29, et c'était le 26 septembre 2014 que la justice nous a laissé quoi. Nos enfants ne trouvent pas manger. On souffre, souvent, surtout nos femmes, ils souffrent. Ils souffrent, vraiment, ça ne va pas. On est sûr que maintenant, on s'est levé. Avant, on est en train de dormir. Mais quand la caravane est arrivée maintenant, on sait que les travailleurs vont apporter nos terres. Les communautés de Bawete ne sont plus seules dans leur combat. En plus du soutien de la convergence globale Lutte Terre et Eau Afrique de l'Ouest, elles peuvent désormais compter sur la détermination du premier responsable de la préfecture à œuvrer pour que leurs terres leur soient restituées. Au nom du gouvernement, je m'engage à mener cette lutte avec la convergence globale, avec vos membres au niveau du Bénin et précisément dans le département du Plateau. Je vous rassure que toutes les terres qui ont été abusivement arrachées à nos valeureux paysans dans le département du Plateau, je compte sur la justice de notre pays, leur seront restituées. J'invite toutes les populations de Bawete et du département du Plateau, de façon générale, à rester sereine et à compter sur le gouvernement de la rupture du président Patrice Talon pour mettre à l'endroit ce qui était à l'envers. Touche pas ma terre. Cet engagement de haut niveau sonne comme une victoire de taille pour la caravane qui a vu juste en passant à Bawete. Cependant, loin de toute forme de triomphalisme, la convergence restera lucide jusqu'à l'aboutissement heureux de ce cas avéré d'accaparement de terre. L'objectif de la caravane, c'est de tourner dans les zones qui sont victimes d'accaparement de terre de l'eau pour faire sortir ce problème-là, pour catalyser un dialogue autour de ce problème, pour qu'il y ait une solution idoine pour les communautés. Donc, c'est ce qui nous a menés ici à Bawete. Même si on marche, on vient rendre visite à nos frères victimes, parce que nous sommes les victimes, échanger avec eux, interpeller leurs autorités. Et heureusement, qu'on tombe à une époque de l'histoire du Bénin où le gouvernement s'est engagé en ce sens, où le préfet qui nous a accueillis aujourd'hui a montré que c'est un engagement pour eux. Et ça, c'est le rôle de la caravane, de la convergence, en solidarité autour des problèmes pour une solution. Puisque la convergence a un système de suivi par pays. Donc ce système de suivi par pays va suivre la matérialisation du discours en pratique. Donc, nous ne sommes pas fatigués, nous irons jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, on suit tout ce qui est engagement qui nous a été donné. À la fin des activités de la caravane, dans cette bourgade béninoise, les communautés paysannes ont donné l'impression d'avoir reçu l'adrénaline qui leur manquait contre la confiscation illégale de leurs terres. La résistance se poursuivra avec cette fois-ci plus d'énergie. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question? Toujours le plus dur d'être le premier à se lancer. Oui, Klaus. Même
même si je suis parfaitement, donc je peux me présenter Klaus, un militant associatif qui suit depuis un long moment aussi individuellement c'est l'engagement du collectif citoyen Passy Non Merci. Même si je suis parfaitement convaincu que c'est la jeunesse de ces pays en Afrique qui est capable de mener la bagarre, par curiosité, je voudrais savoir s'il y a eu des liens, des contacts pris avec des associations qui se préoccupent aussi du sort des populations africaines et qui se trouvent en Europe, dans la coopération, notamment en agriculture. Est-ce qu'il y a des liens, des contacts existants? Je pose la question parce qu'ici, dans le département, il y a pas mal d'associations de coopération, d'aide avec l'Afrique. Il y a le CCFD Terre Solidaire qui a soutenu la convergence des luttes, 2014, 2017, 2017. Oui, je parle pour le CCFD Terre Solidaire, c'est parce que vous connaissez. Convergence des luttes, enfin nous on soutient la convergence des luttes, hein, et ça depuis très longtemps. Hein, donc voilà. Oui, comme elle l'a dit, bon, nous avons des partenaires, qu'on s'est dit, des amis qui sont au nord ici, qui nous soutiennent. Ce combat, on le mène avec des soutiens alternatifs, de ceux qui y croient à ce que nous sommes en train de faire. Donc, elle a dit le CCFD. J'étais même là, c'était au mois d'avril, avec le CCFD dans l'une de ces régions pour parler à ces donateurs de ceux qui font du soutien, qui font à la convergence. Il y a d'autres aussi. Il y a une partie de la convergence que je dois expliquer. La convergence n'est pas une association structurée, ce n'est pas un réseau structuré. Non. Et ça, on a eu beaucoup de problèmes parce que des amis du Nord, eux-mêmes de chez nous, disaient pour vous soutenir, il faut être structuré. Et quand on les structure, nous serons des bureaucrates. Pour éviter d'être des bureaucrates, on dit qu'on ne peut pas les structurer. Le CCFD et d'autres organisations, vraiment, même les CRID, des organisations qui sont, quelques organisations qui sont membres du CRID, on dit bon, on peut vous soutenir pour le combat que vous menez. Donc c'est pour dire que ce n'est pas structuré, ce n'est qu'un espace de forum dirigé par les plateformes nationales des pays. Donc qui se voient, qui échangent entre eux et discutent de ce qu'ils veulent et de l'action qu'ils veulent porter. Mais notre Bible, notre Coran, c'est le bien commun. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, Boris. Oui. Vous allez voir, je connais le prénom de tout le monde ici. Oui, moi je voulais demander quels sont les acteurs qui s'accaparent les terres, quels sont les capitaux, la nature des accapareurs. Il y a la France avec Areva. C'est pour que tu puisses comprendre quoi. J'ai dit qu'il y a la France avec Areva au Niger, et qui veulent aller même au Mali. Il y a des grandes multinationales. Donc pour les brevets de propriété sur la vie, le professeur il en a parlé. Ça c'est sur les semences qui veulent mettre des propriétés intellectuelles sur tous nos semences. On arrive jusqu'à présent, on arrive à sauver quelques-unes, mais on veut aller encore plus loin. Donc des multinationales, surtout d'exploitation d'or, oui aussi des pétrodollars des Arabes, qui ont besoin de beaucoup de terres maintenant pour l'agriculture, de faire le bleu. Les terres irriguées sont menacées. Ce n'est pas seulement les terres pour l'exploitation des mines d'or ou du métal, mais aussi des terres arabes aussi pour faire l'agriculture. Et là, oui, pour faire des cannes à sucre et tout. Et les Chinois qui font l'entrée en plein pied maintenant, qui ne respectent rien, mais personne d'entrée ne respecte rien. Question là-bas.
Tu vois, je n'ai pas encore ton prénom. Oui, Sylvain, j'aurais aimé que tu parles du rôle du FMI aussi sur l'agriculture en Afrique, puisque le FMI impose aussi certaines productions en Afrique qui les empêchent au final de se nourrir. Par exemple, vous allez faire du coton parce qu'on veut que vous fassiez du coton. Donc ça aurait été bien d'en parler aussi. C'est un gros problème, il me semble. Pour dire clairement, il n'y a pas de FMI, hein, c'est la Banque des multinationales. Mais il part par le soi-disant FMI avec des consultants qui sont le nôtre, qui se disent des intellectuels de chez nous, qui font des études bidons erronées. Mais le résultat de l'étude n'est qu'au service de celui qui te paye pour le faire. Ah oui, la majorité des études, les résultats sont erronés. C'est celui qui te donne l'argent, qui te donne ses directives. Raison pour laquelle chaque fois on a des rapports bidons de la Banque mondiale, de l'FMI. Mais il faut connaître que c'est ces mêmes FMI qui n'étaient même pas faits pour les pays colonisés, qui étaient faits pour la réparation de l'après-deuxième guerre mondiale, qui s'est trouvé dans ces pays colonisés et qui a imposé le programme d'ajustement structurel. Et le programme d'ajustement structurel n'était autre que la dépravation de toutes les sociétés d'État, qui étaient des garanties quand même pour la régulation des prix, pour que tout le monde puisse manger pour les denrées de première nécessité. C'est cet FMI qui a mis dans nos programmes, et suite à quoi, chaque fois qu'il y a un malheur, et il profite. C'est suite à la grande sécheresse de 1973 et de 80, qui a décimé même le septembre. Au lieu de trouver des solutions pour secourir l'après-calamité, et ils viennent pour imposer, parce que ça leur profite. Même les calamités les servent de soldats, pour qu'ils nous imposent ce qu'ils veulent. C'est cet FMI qui a la base de tout ça. Il est l'instrument, il n'est pas l'instrument, il est la banque de ces multinationales. Et c'est le cerveau de la mafia du système. Comme ça, c'est clair. Une dernière question et on passera à notre présentation. C'était pour... Bonjour Gisèle. J'aurais voulu savoir comment votre organisation, si elle avait une stratégie pour lutter contre les multinationales, parce qu'on nous oppose toujours les emplois, il y a toujours des bons prétextes. Donc est-ce que votre organisation a pensé une stratégie pour lutter contre les multinationales ? Bon, des stratégies pour lutter contre les multinationales. Notre première stratégie, c'est l'alternative qu'on a trouvée, que ces terres des communautés l'air soient reconnues d'abord, qu'ils ne soient pas entre les griffes de la direction du gouvernement soi-disant représentant de l'État, mais des communautés qui connaissent la valeur. Parce que le statut social de la terre n'est pas connu par ces politiciens, ils s'en foutent. Ils ne sont pas agriculteurs, ils s'en foutent. Et c'est ce qui va tomber dans leur poche lors de la signature des permis d'exploitation, des bois amphithéotiques ou des permis d'amodiation. C'est le ressource qui vient dans leur poche qu'ils regardent. Donc ils s'en foutent du fonction sociale de ces terres. Donc pour nous, la stratégie est de protéger ces biens, de le sécuriser d'abord pour les communautés qui y vivent, qui connaissent leurs valeurs, qui connaissent la valeur, le lien qui les lie à ces matières. Les stratégies, quand on multiplie à zéro le prix de l'eau et qu'il soit gratuit à tout le monde, Nestlé va disparaître. Si on gagne le combat sur l'eau, les Nestlé, les Coca-Cola vont disparaître. Et c'est ce qu'il faut faire. Ils sont en train de faire leur brevet intellectuel. Continuons cette lutte. Et cette lutte, on a placé dans un processus. Nous allons y faire notre temps et former nos enfants, nos frères, nos descendants à continuer. Un jour, leurs papiers qui se disent propriété intellectuelle, ils vont les manger. Parce que nous aurons une autre alternative. Donc, les stratégies, c'est ça. Il faut inverser et démonter tous ceux qui sont mis.
On respecte les règles parce que le système est monté ainsi. Si quand on le démonte, tous ces dérivés vont aller avec. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Je vais quand même m'arrêter pour commencer un petit peu la présentation sur cette image. Vous avez vu tout à l'heure, le film est passé, il y avait un SOS dans le fond de la bassine. Ce SOS, en taille réelle, les lettres font 4 mètres par 3. Voilà. Et je pense que le point d'accroche, peut-être pour tout de suite comprendre ce qui fait que sur ce territoire, il y a des citoyens qui se soulèvent contre ce projet, mais c'est notamment le gigantisme, l'énormité des ouvrages, puisque quand on parle de bassines, on ne parle pas des petites réserves qu'on voit de temps en temps près des fermes, ou des fois qui font de la récupération d'eau de pluie ou des choses comme ça. On est bien sur des géantes, des cratères géants, qui font de 5 à 20 hectares. Et ce qui n'apparaît pas toujours, et là, quand les travaux sont faits, ben, ça apparaît beaucoup mieux, c'est que non seulement on fait des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut, mais en plus, on creuse en profondeur, on vient défoncer le sol, on vient faire un cratère, c'est avec cette matière qu'on va constituer les digues sur le côté. Et puis, comme sur le territoire, on est sur un contexte où au niveau géologique, ben, les sols sont plutôt calcaires, donc plutôt perméables, et ben, il ne s'agit pas de remplir le trou, il faut aussi l'étanchéifier. Et donc, un des autres éléments qui, depuis le début, ben, pose vraiment question en profondeur, c'est sur le dispositif technique. Ce dispositif technique, comme vous le voyez, c'est du BTP, c'est du gigantisme, c'est des millions de tonnes de CO2, enfin voilà, tous les bilans seraient à faire. Je le lance en même temps, serait à faire. Pour l'instant, il n'y a personne dans l'équipe, la compétence, l'évaluation de tout ça, elle n'a pas encore été mise en œuvre. Et puis, c'est cet océan de plastique, puisque c'est de la bâche, hein. Pour vous donner une petite idée, on appelle ça l'EPDM. C'est la même qualité de plastique que ce qu'on utilise pour les chambres à air, donc c'est du plastique costaud. Et puis surtout, c'est que ça ne se remplit pas avec l'eau qui tombe du ciel. Et c'est bien là le problème. C'est bien là le problème. On voyait sur certaines images qu'il y a toujours une petite cabane à côté des bassines. C'est les stations de remplissage, hein, c'est les pompes. Et puis il y a différents captages aux alentours de la bassine. Mais c'est bien parce que ces bassines sont remplies avec de l'eau des nappes phréatiques, qu'elles sont complètement intolérables humainement, qu'elles sont intolérables biologiquement, parce que quand on vit d'une nappe phréatique, ça a bien des conséquences sur le milieu naturel le plus proche, la rivière, le marais, la zone humide, qui se retrouvent privés de ce qui devrait normalement l'alimenter en continu. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, puisque si ces bassines, elles avancent et qu'on doit lutter si fort, c'est qu'elles ont un intérêt, au moins publicitaire. Je vais vous faire l'argumentaire de ceux qui les mettent en place, ou qui veulent les mettre en place. C'est « Oh, on ne dit pas dommage de voir toute chétève que tombe de ciel tout l'hiver, mais qu'on ne peut même pas regarder un petit peu pour arroser le maïs l'été. » Voilà. C'est sur le fait de dire que le stock est constitué en hiver de manière à ne pas épuiser les nappes en été. Ce que je viens de vous décrire là, c'est ce qu'on appelle le principe de substitution. Une eau qui serait prélevée ou qui était prélevée jusqu'à maintenant en été, dans la nappe ou dans la rivière, serait substituée à de l'eau prise en nappe ou en rivière en hiver, de manière à ne pas tirer sur le milieu. C'est avec cet argumentaire-là de substitution que les porteurs de projets, donc localement c'est la coopérative de l'eau, et puis appuyée par les services du département, etc. C'est sur cet argumentaire-là qu'on justifie que ça pourrait être un élément concret d'amélioration de la situation hydrique en été. C'est sans compter que et ce soir, Florence Abbès sera là pour nous en parler. C'est sans compter que le climat change. C'est sans compter que les hivers, ils sont plus systématiquement aussi pluvieux qu'ils ne l'étaient. À ce titre-là, le responsable de Météo France Poitiers
nous indique que déjà dans l'état actuel du climat, si ces bassines avaient existé sur le territoire ces 10 dernières années, 2 ans, elles n'auraient pas pu être remplies. Alors, pas pu être remplies à condition que les règles fixées soient respectées. Après, si on veut vider et mettre un trou plus profond, on peut les remplir tant qu'on veut, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, qu'on descende. Mais si le règlement envisagé dans le cadre du protocole était appliqué, déjà 2 années sur 10, elles n'auraient pu être remplies. Et d'après Florence Abès et certains autres scientifiques, on peut projeter qu'à l'horizon 2030, 2040, ce serait 8 années sur 10 que ces bassines ne pourraient être remplies. D'où le fait qu'on défend clairement le fait qu'elles ne sont surtout pas une solution au réchauffement climatique, au bouleversement climatique, mais au contraire, un facteur d'aggravation, parce que là concrètement, quand on parle de toute l'énergie pour ça, on contribue très clairement au réchauffement climatique, et un facteur d'aggravation également, parce que en mettant en place de tels dispositifs, on empêche de mettre ce que Massa présentait tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien à tous les petits producteurs, le soutien à une distribution juste de ces 3 ressources essentielles, vitales, que sont l'eau, la terre et les semences paysannes. Et donc, on se rend bien compte que cet outil-là, il n'a pas vocation à maintenir une agriculture paysanne, il n'a pas vocation à diversifier l'agriculture, il n'a pas vocation à permettre l'installation de petites fermes, mais au contraire, a été conçu pour continuer la politique agricole du pire dans laquelle notre territoire est englué. La politique agricole du pire, c'est celle qui consiste à faire pousser une plante tropicale, le maïs, sur des sols inadaptés. À faire pousser une plante tropicale qui va utiliser l'eau à son pic de consommation en juillet-août, quand l'eau est la plus rare. Et donc, plutôt que d'être dans une imagination de dire comment on adapte nos cultures aux réalités de sol, aux réalités de climat, et en privilégiant des variétés locales et adaptées, ou en allant chercher, et ce serait ça aussi un échange international pertinent, puisque le climat se réchauffe, et qu'en Afrique, on sait aussi cultiver quand l'eau est précieuse, et qu'on a des semences qui sont adaptées à ces conditions-là, elle est peut-être à chercher de ce côté-là, l'alternative, plutôt que dans la solution qui consisterait à maintenir à tout prix, coûte que coûte, la culture du maïs sur le territoire. Pour expliquer aussi et comprendre aujourd'hui dans les blocages, qu'est-ce qui fait que ça sera difficile de faire les bassines, mais ce sera difficile en face de ne pas les faire. Comment on en arrive là? On en arrive là parce que si, et je parle beaucoup de maïs, parce qu'en dépit de ce que disent les porteurs de projets, et ils mettent toujours en avant la diversification des cultures qui pourraient prendre forme autour des bassines, le retour d'expérience sur tous les lieux où des bassines existent aujourd'hui, dans le sud Vendée, dans le nord de la Charente-Maritime, vous prenez Google Maps, vous allez faire un tour, et c'est maïs 100% tout autour. Il faut juste dressons ce constat-là. Et comment on en arrive là, sur ce territoire? C'est que la politique agricole commune et l'État français, parce que, attention avec la politique agricole commune, on a toujours réflexe de dire « Ah, l'Europe nous impose des choses ». On oublie de dire que la France est le pays qui capte le plus la PAC, et qui, dans les négociations, est la plus réticente à aller vers des cultures qui iraient dans le ressort de l'agroécologie et dans la mise en place d'une agriculture adaptée à tout ça. Au contraire. Et donc, on en reparlera demain, mais c'est peut-être un des gros enjeux pour les bassines, mais pour notre territoire européen. C'est la réforme de la PAC pour la période 2021-2026-27. Il faut qu'on se soulève pour que cette PAC et que les finances publiques, elles aillent dans le sens de l'intérêt général et pas dans l'intérêt des marchés, très clairement. Dans l'intérêt des marchés, parce qu'en fait, et on le dit très clairement au niveau bassine, non merci, on est sans ambiguïté là-dessus. On n'est pas opposé par principe au principe d'irrigation. On sait d'où on vient, on sait comment l'humanité s'est constituée, comment, au même titre que la domestication du feu, la domestication de l'eau est devenue un élément fondamental de civilisation. La vallée du Tibre et de l'Euphrate, le génie de la gestion de l'eau en Iran, il y a 2000 ans en Iran, ils ont dit on ne va surtout pas faire de barrages, c'est stupide. Conserver de l'eau fraîche, l'extirper du sol ou d'une rivière qui court pour la bloquer, la mettre au soleil et la rendre accessible, la fragiliser
avec l'évaporation et le réchauffement des eaux et de toutes les algues qui vont derrière, en Iran, ils ont compris il y a 2000 ans, on ne fait pas de barrage. On n'arrête pas le cours de l'eau de cette manière-là. Et donc, excusez-moi, je perds un petit peu le fil, je reprends. Donc, je vous disais, c'est bien la politique agricole commune qui nous a emmené dans le mur et qui a emmené et qui a fait la conversion de toutes les fermes qui étaient en polyculture élevage sur le territoire, et où dans les années 90, il y en a énormément qui ont fait leur révolution, dans le sens où les troupeaux sont partis à l'abattoir, et puis c'était bien plus rentable de faire de la céréale, et bien plus rentable de faire du maïs, avec toutes les contraintes en moins, de ne pas être là en permanence à la ferme, de pouvoir aller... Et l'outil, très clairement, qui a fait cette transition, dans le mauvais sens, hein, c'était bien une transition, c'est la PAC qui dit qu'à l'époque, un éleveur toucherait entre 600 et 1200 francs l'hectare, donc pour faire de la prairie, hein, et maintenir la biodiversité, etc. Et là où un maïsiculteur toucherait 3500 francs l'hectare, et où un maïsiculteur qui aurait en plus fait l'investissement d'irrigation toucherait et a touché 4200 francs l'hectare. Comment on sort de ce système-là? Comment l'État, qui a enclenché une bonne partie de nos exploitants agricoles, de nos paysans, et on a fait des exploitants agricoles, des entrepreneurs comme les autres, comment on rétropédale? C'est là où il va falloir travailler en profondeur. Comment ce phénomène est réversible? Et j'ai envie de dire, la solution est certainement dans le mal initial, à une réorientation claire de la politique agricole commune, et qu'à partir de demain, de l'an prochain, les productions agricoles soient subventionnées si elles rentrent dans un cadre d'intérêt général, tout simplement. Ça va pour vous? Alors, et puis on avait vraiment l'intention qu'il y ait beaucoup d'échanges, je suis en train de faire le chemin inverse. Peut-être vous dire où on en est aujourd'hui? Ouais. Vous voulez un petit récap de la situation? On en est aujourd'hui où des bassines en France, il en existe. Il en existe sur l'ancienne région Poitou-Charentes, j'ai refait un petit inventaire hier, autour d'une quarantaine. 25 dans le sud Vendée, ce sont les rivières de la Vendée, des Autises et du Lay, qui aujourd'hui bénéficient, c'est pas le bon mot, de bassines. Et également la vallée du Mignon, sur la partie Charente-Maritime, et un tas de petites autres rivières en Charente. Où on en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet sur le bassin de la Sèvre niortaise, qui est celui contre lequel on combat au quotidien. Mais là, il faut qu'on vous explique que si on combat au quotidien sur ce projet-là, c'est parce qu'il est clairement identifié comme étant celui qui, s'il passe, fera modèle pour une généralisation de ce système-là à l'ensemble du territoire français, où sur un sol calcaire, ou en tout cas imperméable, on aura des besoins d'eau pour de l'irrigation. Voilà. C'est très clairement affiché comme ça, c'est très clairement dit par les services de l'État. C'est un projet qui se veut exemplaire, alors laissez-nous rire, on en reparlera, mais tellement exemplaire qu'il a vocation à une généralisation. Et que donc là, c'est 16 ouvrages qui sont en projet, qu'à l'échelle de Poitou-Charentes, il y en a au moins 80 qui sont dans les tuyaux. Il y a plus de 15 projets en tout. Alors quand ils disent projet, souvent ça concerne une rivière. Et pour information, l'actualité toute chaude, c'est qu'il y a une enquête publique sur la partie de Homme-Couture, sur les rivières Homme-Couture. Donc c'est à cheval entre la Charente et les Deux-Sèvres. Donc il y a une enquête publique en cours actuellement. Alors ce qui est assez fou, c'est que le peu d'imagination qu'il y a dans le protocole initial, dans le protocole des Deux-Sèvres, le peu de propositions qui iraient dans le sens d'une amélioration, ou en tout cas de contrepartie sociétale en échange à la fois d'investissement public, parlons-en, hein. Les 16 bassines, c'est 60 millions d'euros, et c'est 70% d'argent public. Et sur les 60 millions d'euros, il y a 29,2 millions d'euros, c'est directement vous qui la payez, nous qui la payons,
à travers notre facture d'eau, puisque l'essentiel du financement, c'est l'agence de l'eau. Pour le mettre en perspective, pour ceux qui lisent la presse locale, il y a eu, avec les épisodes de fortes pluies le mois dernier, des stations d'épuration et des réseaux pluviales qui n'étaient plus en mesure d'absorber tout l'excédent d'eau. Et donc on a ouvert les stations d'épuration, je vais exagérer un peu le trait, mais grosso modo on a plein d'eau usée qui sont parties directement à la Sèvre niortaise. Et on nous dit qu'en face, le facteur limitant, c'est la capacité d'investissement. Si on met en regard les 29,2 millions d'euros sur les bassines, on peut clairement se poser la question de la justice, de la justesse, parce que non seulement sur ce territoire, les bassines, elles sont un accaparement de l'eau, un accaparement des nappes phréatiques, mais directement un accaparement des terres, on retrouve les mêmes choses, et également un accaparement de la finance publique. Voilà, c'est bien dans la même tirelire qu'on va te dire, ben non, tu n'auras pas ta station d'épuration aux normes au niveau de ta commune, ou tu n'auras pas une aide au niveau de ton assainissement collectif, parce qu'en fait, le gros du CRISBI, ben, si on n'agit pas, il va partir là-dedans. L'ensemble des projets qui sont en cours aujourd'hui sur la région Poitou-Charentes, on a estimé aujourd'hui à près de 350 millions d'euros en tout de finances pour leur construction. Donc c'est scandaleux, donc c'est intolérable, et donc on ne laissera pas faire ça. Voilà. Où on en est dans la lutte, ben, déjà, le premier enseignement, c'est que lutter, ça paye, lutter, ça fonctionne, puisque si le collectif ne s'était pas mobilisé, si les associations de protection de la nature n'avaient pas posé les jalons juridiques et fait les recours, ces bassines seraient faites depuis 2 ans. Très clairement. Le collectif initial, le programme initial, c'était à octobre 2017, achèvement des travaux. Et vous voyez, on est en mars 2020, et il n'y a pas de bassine. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est que de 6 mois en 6 mois, les échéances sont repoussées. Les échéances sont repoussées parce qu'en fait, en face de ça, les porteurs de projets, ben, ça coince fortement. Il y a 3 leviers, il y a 3 freins, selon où on se place, évidemment. C'est comme une source et une fuite, hein, ça dépend de où on se place. Il y a 3 leviers qui bloquent aujourd'hui les projets. Ben, la mobilisation citoyenne, et on en reparlera, et là on en vit un des épisodes, parce que derrière la mobilisation citoyenne, ben, évidemment, il y a des élus qui, quand la mobilisation est forte, ben, font ben, tiens, je vais réfléchir avant de me positionner. Déjà rien que ça. C'est déjà un progrès, hein, parce que jusqu'à maintenant, il y a 3 ans, les élus ne bougeaient même pas. C'était typiquement le genre de dossier qui passe, ça passe. Et si personne vient appuyer et dire mais qu'est-ce que c'est, ben ça il va, c'est dans ce grand truc du rouleau compresseur là, et ça pour le coup c'est notre rôle de citoyen de dire les scandales, de dire en quoi ça n'est pas tolérable. Le deuxième frein, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est le frein juridique. Ben, même un état de droit, avec des flics et compagnie, ben, il est quand même contraint de respecter les décisions d'un tribunal administratif, et que ben, l'arrêté initial des 19 bassines a tout de suite été attaqué par 12 associations de protection de la nature et la Fédé de pêche, qu'également, alors là je rentre un petit peu dans la technique, mais c'est aussi un très très gros frein, et puis de toute façon la technique, ben non, c'est pas technique, c'est très compréhensible, hein. La démocratie, il suffit juste d'en parler, hein, puis se donner... En fait, ouais, la transparence et l'éducation, c'est vraiment des leviers. La diffusion de l'information, c'est vraiment des leviers. Et un autre truc qui les emmerde vraiment là, c'est ce qu'on appelle l'autorisation unique de prélèvement. En fait, grosso modo, c'est que à l'échelle de chaque bassin versant, il y a un volume d'eau attribué pour l'ensemble des irrigants. Et en fait, localement, c'est l'établissement public du Marais Poitevin qui fait la distribution auprès des irrigants. On donne, l'État donne un volume global et le PMP le distribue. Et en fait, cette autorisation unique pluriannuelle, l'AUP, la fameuse AUP, a été attaquée au tribunal administratif, et le tribunal administratif de Poitiers a retenu tous les arguments défendus par les associations de protection de la nature. Et ce qui ressort, c'est que les volumes attribués sont largement supérieurs à ce que le milieu peut supporter. C'est dans ces termes un petit peu fourre-tout qu'on voit dans tous les sens et tout, il y a la question de volume prélevable. Volume prélevable, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, selon d'où on se situe,
Si votre but c'est d'arroser un maximum de maïs ou autre, le volume prélevable, c'est tout ce que la rivière et tout ce que le milieu peut vous donner. C'est prélevable, puisqu'on a pu le prélever. C'est pas tout à fait, et c'est pas comme ça que l'État et la Côte de l'eau l'entendent. C'est pas tout à fait la définition. Le volume prélevable, en fait, il tient compte de la compatibilité entre le fait d'arroser et le fait que le milieu, la rivière la plus proche, ne soit pas à sec quand vous allez prélever. Le volume prélevable, il prend en compte la dimension sauvegarde du milieu naturel et capacité du milieu naturel à fournir. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la substitution. Un des premiers trucs qui nous a scandalisé, on a dit stop, déjà ça part mal. C'est que sur la substitution réelle, si elle avait été appliquée, je ne sais pas si le collectif se serait mobilisé. Si on nous avait proposé de dire les 11, 12, 13 millions de mètres cubes qu'on utilisait sur le secteur, on va les mettre en bassine, et ça veut dire qu'on ne touchera plus du tout aux nappes phréatiques, aux rivières en été, si ça avait été le deal, peut-être que ça aurait été le deal. Sauf que, systématiquement, quand des bassines se font, évidemment, on augmente significativement le volume d'eau consacré aux bassines. C'est-à-dire là, si on parle de chiffres très concrets, la moyenne de prélèvement sur le territoire depuis 10 ans se situe, alors le territoire c'est le bassin de la Sèvre niortaise, voilà, se situe entre 10 et 11 millions de mètres cubes. Et le projet de bassine, quand on met les volumes qui seraient stockés, les volumes stockés déjà existants, 2 millions de mètres cubes, la touche Poupard, etc., les barrages et les quelques bassines existantes, plus le prélèvement estival, on arrive à 14,7 millions de mètres cubes. Et c'est là où ça coince, je vous ai parlé de juridique, ça pour le tribunal administratif, c'est pas le volume prélevable, ça. Puisqu'en plus on s'aperçoit que ces 10 dernières années, systématiquement, à un moment ou à un autre dans l'été, il y a un arrêté préfectoral pour dire qu'on ne peut plus prélever, parce que la rivière est à sec, parce que la nappe est trop basse, etc. Donc, voilà, le deuxième frein, il est juridique. Et là-dessus, je vous interpelle dans le sens où aujourd'hui, dans le cadre du contentieux entre les APNE, les associations de protection de la nature et la préfecture, il y a une médiation qui a été engagée, cette médiation est finie. Et donc, il y a vraiment nécessité à reconstituer une caisse citoyenne pour aider les associations à continuer leur combat sur le plan juridique. Vous pourrez vous renseigner ou aller contribuer auprès du stand de l'API ou de Nature Environnement 17. Le troisième frein, il est financier, et pour le coup hautement politique. Je vous ai dit tout à l'heure, 29,2 millions de l'agence de l'eau, c'est acquis. Là on se dit, mais comment ça se fait? Un truc qui s'appelle l'agence de l'eau, qui balance du pognon comme ça pour un projet qui n'est pas au service de l'intérêt général. Il suffit de regarder qui constitue le conseil d'administration de l'agence de l'eau, et vous comprendrez. C'est 30 personnes. 10 personnes sont des représentants de l'État, donc ont une position alignée aux ordres gouvernementaux. Et ensuite, il y a 20 représentants, alors c'est peut-être pas les chiffres exacts, on me reprendra si, mais dont une partie est issue de la société civile, des représentants du monde agricole, des associations de protection de la nature, la Fédé des pêches, etc. Et ensuite, il y a un collège d'élus. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où il va falloir regarder pour qui on vote aux prochaines élections municipales. Parce que très clairement, il y a un syndicat agricole qui a très bien compris que les enjeux pour mettre la main sur la flotte, c'était les municipales, c'est la FNSEA. Et quand on regarde la composition socio-économique de toutes les instances de l'eau, qu'elles soient au niveau de vos syndicats d'eau potable, là, chez vous, ou aux instances les plus hautes, systématiquement, la profession agricole et syndiquée FNSEA est largement représentée. Et le lobbying porte jusqu'à maintenant ses fruits. Donc, il y a un vrai enjeu sur les municipales. D'une, au niveau de vos communes, il ne s'agit pas de dénoncer, mais d'inviter les candidats FNSEA à faire connaître leur appartenance à ce syndicat de manière explicite, qu'en toute transparence, on sache pour qui on vote. Et quelle politique de l'eau on aura à l'échelle de notre commune si on vote pour ces candidats-là. Et donc, il y a quand même un frein financier qui bloque, c'est que sur les 60 millions d'euros, il y a une part qui vient normalement de la région. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la région, quand on y regarde. Là, c'est la région qui redistribue des fonds européens, des fonds FEADER, les fonds du deuxième pilier de la PAC, et qui ont justement vocation normalement à diversifier. C'est dans le deuxième pilier de la PAC qu'on peut soutenir la bio, etc. Il y a une partie de ce pognon-là, en fait, qui viendrait sur les bassines, sauf que c'est là que le bas blesse. Quand à l'époque,
Et tiens, on a pu commencer comme ça. Pourquoi il y a des bassines en Vendée puis qu'il n'y en a pas en Poitou-Charentes? Ben, c'est parce qu'à l'époque, quand Poitou-Charentes existait encore, il y a eu un accord entre l'Europe et la région pour dire les règles de subventionnement, pour lire les règles de cofinancement. Et l'Europe a posé, enfin c'est pas l'Europe qui l'a posé, c'est l'équipe du conseil régional de l'époque qui a posé que s'il y avait un financement de bassines, il faudrait, première condition, que ça aille de pair avec une diminution des volumes, et de deux, que ça aille de pair avec une diminution des surfaces irriguées. Or, aujourd'hui, on est tout à fait capable de démontrer par A plus B, je l'ai fait tout à l'heure avec les volumes, que les bassines ont vocation à accroître les surfaces irriguées et à accroître les volumes consacrés à l'irrigation. Et donc, c'est ce qui coince aujourd'hui au niveau financement, c'est un des derniers freins sur lesquels on peut encore agir, c'est que l'Europe, pour l'instant, n'a pas dit oui, n'a pas dit qu'elle lâcherait les fonds FEDER par rapport à l'élément que je viens de vous décrire. Voilà, donc dans l'actualité, on en est là. L'actualité la plus chaude, et là-dessus, je ne sais pas trop quoi. Il y a quand même eu un truc qui s'est passé il y a 3 semaines, c'est que Madame David, la préfète des Deux-Sèvres, qui était venue ici missionner pour faire les bassines, elle avait une double mission, faire en sorte qu'il y ait des bassines et que de deux, ça ne vire pas à la ZAD. Les bassines ne sont toujours pas là, et on a déjà démontré l'an dernier que le jour où il faudrait, on s'opposerait physiquement, que les bassines ne passeront pas quoi qu'il arrive. Donc ces deux signaux font qu'aujourd'hui, ben, vous savez, on change l'attaquant. Hein. Donc là, elle est rentrée au vestiaire, elle est retournée au ministère de l'Intérieur. Il y a un nouveau préfet, M. Aubry, qui vient d'être désigné, qui pour l'instant dans la presse semble faire passer des messages de réouverture du dialogue, mais pour lequel aujourd'hui j'ai aucune garantie à vous apporter. On ne l'a toujours pas rencontré. On a demandé à le rencontrer dès son arrivée. On sait qu'en parallèle de ça, il a déjà reçu les porteurs de projets. Il a déjà reçu la FNSEA. Et aujourd'hui, pour l'instant, la réponse qu'on a de la part des services, c'est que comme Bassines Non Merci est investi dans la campagne pour les municipales, ce qui est bizarre, hein, il n'y a pas d'ISBNM, mais c'est la réponse que la préfecture nous fait, et qu'on rentre dans une période de réserve, de devoir de réserve, on ne pourrait pas être reçu avant le 22 mars. Voilà. Sauf que ça coince, on n'attendra pas le 22 mars, parce que ce sera peut-être la prochaine échéance. Si on n'obtient pas dans le mois qui vient toutes les garanties que ce projet en l'état est stoppé, parce que je vous ai dit en fait, juridiquement il est mort, mais quand on veut passer en force, on passe en force. Tout bon sens dit que normalement le projet devrait s'arrêter là, et les négociations se réouvrir. Ben, si on n'a pas les garanties d'une réouverture des négociations, on vous invite dès maintenant à faire preuve d'imagination pour accueillir au mieux le congrès national de la Fédération nationale, la FNSEA, qui se tiendra à la Clameur, à quelques kilomètres d'ici, fin mars, début avril. Grosso modo, je vous donne, si on n'a pas une garantie qu'un projet de territoire, où tous les parce qu'en fait, projet de territoire, sur l'eau, normalement, si c'était bien mené, ben, c'est tous les usagers de l'eau et tous les usages de l'eau qui devraient constituer le projet de territoire. Ben, si on n'obtient pas ça, ben, on continuera à lutter et à être présent là où ça embête et là où on peut mettre des petits grains de sable dans la belle machine. Voilà, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi du problème sanitaire qui est joint avec les bassines, notamment avec les analyses que vous avez faites? Je vais faire un petit topo là-dessus. Là, je pense à Jean-Jacques qui est juste devant nous, qui depuis le début explique qu'il n'y a pas plus stupide que de sortir une eau qui est protégée dans le sol, qui est filtrée, pour la mettre en surface et l'exposer à la chaleur, à l'évaporation et aux pollutions extérieures. Et puis, en fait, l'expérience, on l'a tous faite. Hein. Dès qu'on laisse un seau plein d'eau dehors, qu'est-ce qui se donne quand on ne vide pas la piscine des petits-enfants? Qu'est-ce que ça donne au bout de quelques jours? Un développement d'algues, un développement de végétation dans un premier temps. Mais quand on y regarde de plus près, parmi ces algues et ces êtres vivants, il y en a qui sont de très sérieux pathogènes. Et donc, le collectif Bassines Non Merci a fait des analyses, on est descendu dans les bassines et on a fait analyser ça dans 3 bassines du territoire. Et sur 2 d'entre elles, ça a révélé un taux de légionnelle très inquiétant pour la période,
Le prélèvement a été fait au mois d'octobre, alors qu'on avait déjà eu les premières nuits très fraîches, et on arrivait à des taux inquiétants. Et également sur les cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des petites bestioles, enfin des petites plantes, les algues bleues, qui ont la particularité, quand elles veulent faire le ménage autour de chez elles, pour s'imposer dans le milieu, de faire des cyanotoxines. Et certaines de ces cyanotoxines sont létales, mortelles, pour l'homme, y compris. Et c'est ce qui fait que dans le Tarn, cette année, il y a 700 chiens qui sont morts au bord de la rivière Tarn, à cause des cyanobactéries. Donc, la problématique, elle est avérée. Elle était jusqu'à maintenant complètement sous-estimée des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a justifié l'évacuation de notre cher préfet David, parce qu'au mois d'octobre, on a fait connaître ces documents-là, on lui a transmis, on a voulu les transmettre à l'ARS, et elle avait donné la consigne que les agents, l'ARS et l'Agence régionale de santé, nous ferment la porte au nez. Ils étaient dégoûtés, hein. C'est des fonctionnaires qui sont garants de la... voilà, on leur avait donné la consigne de ne pas nous recevoir. Très clairement, cette problématique de l'eau qui réchauffe est une problématique d'avenir, mais pas que sur les bassines. Hein. Vous savez, il y a quelques années, la grosse problématique, ce qu'on mettait toujours en avant, c'est le problème de nitrate. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des problèmes de pesticides. La grosse thématique dans les 10 ans qui viennent, ça va être le réchauffement des eaux. Et toutes les eaux de toutes les rivières du sud-ouest sont sorties à plus de 30 degrés à l'estuaire cette année. Ça, c'est la mort de la vie dans les rivières. D'autres questions? Alors là, je suis au four et au moulin. Là, non, mais je peux parler sans micro, je crois. Je vais juste vous donner une information pour répondre à la dernière information. L'administration de Sèvres, la préfecture prend, et surtout l'Agence régionale de la santé, prend quand même au sérieux ces phénomènes de réchauffement et finalement, au minimum, il surveille depuis 2004 les cyanobactéries et en 2019, ça a été quand même très très spectaculaire. Je représente le Sèvres Nature Environnement au Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques à la préfecture, où il y a une réunion par mois. Et mardi dernier, il y a eu un rapport sur l'année 2019 et il a été question donc de l'état, surtout des fermetures pour les plans d'eau. Il y a au moins 2 plans d'eau qui ne sont pas très nombreux en Deux-Sèvres qui ont été fermés quasiment pendant 90% pour l'un et un peu moins pour l'autre, parce que la chaleur a commencé dès juin à taper très fort et les très très hautes valeurs ont été mesurées au Sébron. Après peut-être moins à la touche Copa parce qu'ils ont regardé peut-être un peu plus tard, hein, parce que normalement ils regardent un peu plus tard et là ils ont été surpris parce que en juillet ça avait les valeurs avaient augmenté et bon, heureusement il y avait le traitement de l'usine de l'eau au Sébron, première réserve de l'eau potable en Deux-Sèvres, qui a essayé de faire avec, hein, mais c'était catastrophé, les gens, les représentants des services. Je vais faire un petit complément. En fait, les études et les analyses, hein, c'est clairement de l'autogestion, c'est du militant qui franchit la barrière, qui se met en danger. Alors on avait pris nos sécurités, on avait nos gilets de sauvetage et tout, et qui va chercher la flotte, et ensuite c'est les cagnottes citoyennes qui font qu'on peut payer 500 € le labo. Et là on peut vraiment se poser la question et l'État là-dedans, quel rôle joue-t-il? Pour l'instant, les représentants de l'État en Deux-Sèvres, ils ont plutôt joué le rôle de n'en parlons pas. Ça a été la première, puisque la préfète David n'a surtout pas diffusé ce document-là. Parce qu'en fait, on a mis la main sur un document du Sud-Vendée, depuis le début, on demande le retour d'expérience, en fait. Puisqu'il y a des bassines dans le Sud-Vendée, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne sur la rivière? Qu'est-ce que ça donne? Quelle agriculture ça donne? Voilà.
commençons par là, avant de vouloir généraliser ça à l'ensemble du territoire, là où c'est en place, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a donc réussi à mettre la main sur ce rapport, rapport d'expertise sur la prolifération biologique dans les bassines, et la préfète d'abord a voulu taire ce document-là. Et plus grave, là pour le coup, désespéré, Laurent Flamand, le directeur de l'Agence régionale de santé, il faut aller voir ça sur le site Bassines en Merci, il y a toute la revue de presse, qui déclare, quand on lui fait état de ces problématiques-là, il nie pas, tiens, déjà c'est pas mal, il ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de légionelle ou de cyanobactéries, non, il nie pas, c'est encore plus cynique que ça, il dit que les bassines, c'est pas fait pour se baigner. Okay. Et que les agriculteurs n'iront pas se baigner, mais ça tombe bien parce que c'était pas tant on l'a posé aussi, la question de la sécurité des exploitants, c'est nos voisins, hein, on n'a pas envie qu'ils crèvent, c'est une vraie, mais c'est aussi la question des agents qui doivent intervenir dans la bassine pour enlever les algues, pour pas que ça bouche la crépine. C'était ça la première question. Et eux, c'est pas par choix ou par plaisir qu'ils vont dans la bassine, c'est parce que c'est leur taf et qu'ils sont obligés d'aller le faire. À l'eau de Javel. À l'eau de Javel, ouais. Ouais. Et le deuxième truc d'un cynisme sans nom de la part de M. Flamand, c'est quand il dit « mais de toute façon, les citoyens ne sont pas censés passer sous les arroseurs ». Alors, parce que la légionelle, il faut être très clair, la légionelle est infectieuse à partir du moment où elle est aspercée, quand elle est sous forme de douche, de gouttelettes. C'est là qu'elle peut traverser les parois pulmonaires. Donc, il ne nie pas, mais en retour de ça, il dit qu'on n'est pas censé passer sous les arroseurs. Vous habitez sur le secteur, vous voyez bien, les routes ne poussent pas, mais elles sont arrosées tous les étés. Est-ce qu'il y a d'autres... Il servirait pour ce qui était dans le protocole de transition, c'est ça? Comment? C'est cette eau-là qui serait censée servir pour la transition qui est prévue dans le protocole initial. Oui, c'est ça. Et voilà une très bonne question, puisque a priori, ce protocole est extraordinaire et devrait favoriser l'accroissement de la bio sur le territoire. On a tout de suite posé la question de dire, mais des légumes arrosés avec ça, bio, sachant qu'en parallèle de ça, et enfin, en science, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein, rarement, des fois, on trouve par inadvertance des trucs. Si tu ne cherches pas les cyanobactéries, si tu ne cherches pas les conséquences des cyanobactéries sur l'alimentation humaine, tu ne trouves rien. Et il se trouve que dans d'autres pays, notamment au Maroc et en Espagne, on commence à avoir des retours d'expérience. Qu'est-ce que ça donne, des cyanobactéries sur des tomates, sur des ceci, des cela. Donc oui, ça ne marche pas, cette histoire de transition. Juste dire que le protocole qui devait servir, qui doit servir d'exemple dans les Deux-Sèvres et plus loin, quand on va voir les copains en Charente là, qui ont une enquête actuellement, bon, on a tous compris que c'était pour la photo, que c'était pour faire bien, mais là-bas, on ne parle même pas de protocole. Il n'a même pas réussi à franchir la frontière du département, on ne parle même pas de protocole. C'était pas vraiment une contrainte chez nous, mais là-bas, c'était encore de trop, ça n'existe plus. Ce qu'a pas dit Julien par rapport à l'étude en Vendée, c'est que, et c'est un des problèmes des irrigants, bon, il y a les crépines qui se bouchent, il y a la dégradation, il y a les salmonelles et tout ça, ce qu'il a bien développé, mais c'est aussi que, techniquement, les irrigants sont un peu embêtés parce que les canons, la prostate, ça pisse plus à 30 mètres, mais plus qu'à 10. Parce que ça bouche les tuyaux. Et donc, pour déboucher les tuyaux, c'est vrai, il y a des moyens. Il y a l'eau de Javel, ils ont pensé. Hein. Il y a certainement aussi les désherbants. Enfin, bon, tout est possible, mais pour les coûts et puis les dégâts, quoi. Oui, la prostate est une très belle image. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je voudrais juste ajouter que dans le délire, par exemple, à l'île Rousse, c'est une réserve d'eau qui sert à l'irrigation et pour l'eau potable. Et comme l'eau est désastreusement abîmée, quoi, pour X raisons, ils ont fait financer par l'Europe des rampes d'oxygénation, mais sur une étendue gigantesque, une retenue artificielle gigantesque, et ça a coûté, j'ai plus
de tarifs, mais c'est des dizaines de millions d'euros, et en énergie, alors on n'en parle pas. Tout à fait, et je vais justement le rapport d'expertise qu'on a sorti, justement le rapport il avait cette vocation-là, dire face au problème, quelle solution technique? Et par exemple face au problème d'évaporation qui atteint 30% sur les réserves au Maroc, 30%, donc on peut imaginer que ce sera ce qu'on aura d'ici 10, 15, 20 ans sur le réchauffement climatique. Les solutions techniques, elles sont par exemple de mettre des boules en plastique de 10 cm, des boules noires, pour limiter la surface d'évaporation. Voyez-vous, cher ami? Ou comme aux États-Unis, des espèces d'hexagones, ça fait un punch hexagonal, ça fait une couche sur l'eau. Bah ouais, 10 hectares, c'est pas facile à protéger. Et j'ai envie de, peut-être en guise de conclusion, ça c'est typiquement ce qu'on va interroger en profondeur demain. Tout à l'heure, on a parlé du Conseil mondial de l'eau. Je vous le dis tout de suite, hein, on en parlera demain, mais le Conseil mondial de l'eau n'est pas, contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, un organisme onusien. Le Conseil mondial de l'eau n'est pas un organisme représentatif des États, de l'intérêt général. Le Conseil mondial de l'eau, vous irez voir, ils ont un site internet et vous regarderez qui est membre du Conseil mondial de l'eau. Les multinationales, les labos, certaines universités, certaines régions. Et vous irez écouter le président du Conseil mondial de l'eau, qui est bizarrement, et c'est rigolo ça, c'est le gars qui a fait la privatisation de l'eau à Marseille. Le siège est à Marseille, peut-être qu'un jour on fera un voyage d'études là-bas. Donc il a été le fer de lance qui a fait que Marseille est passé d'une régie à une société d'économie mixte, et 50% c'est du financement, enfin c'est Veolia et compagnie. Et le fond de sa pensée est limpide. Ce que dit ce gars-là, dont j'ai oublié le nom, c'est que faut laisser faire, il n'y aura pas de problème d'eau dans le monde. Il faut laisser faire les ingénieurs. On sait faire. Dormez tranquille, braves gens, et puis par contre, on vous oubliera pas par rapport à votre porte-monnaie. Et là, la stratégie, elle est clairement identifiée. C'est en faisant de l'eau bien commun, ce truc qu'on allait voir à la plus près de la rivière, on pouvait, dans le Marais, il y a encore 50 ans, on pouvait boire l'eau du Marais. Au premier puits, on tirait le puits et on buvait l'eau. Alors comment monétiser ça? C'est pas monétisable, tout le monde y a accès, et puis c'est de qualité. Par contre, plus la qualité est déplorable, plus il faut avoir recours aux solutions technologiques, et plus ça fait le lit de la justification, de la monétisation, de la marchandisation, et à terme de la privatisation de l'eau. Et donc c'est bien ce mécanisme-là qu'il faut démonter en profondeur. Et il faut le démonter avec des informations très concrètes. Et c'est dommage que Benoît Pitot ne soit pas là. Malheureusement, il est retenu au Salon de l'agriculture alternative. Il dit très bien, aujourd'hui en France, le domaine économique qui est en plus grande expansion, qui a le domaine de croissance le plus important, avec je crois aujourd'hui 80 milliards de chiffre d'affaires, c'est le domaine du traitement des eaux. Et il sera exponentiel, parce qu'aujourd'hui on ne paye jamais que dans le coin 2-3 euros le mètre cube, et c'est tellement vital que si un jour on disait que c'était 20, 30, 40 euros le mètre cube, on n'aurait pas le choix. Donc il y a encore de la marge. Et aujourd'hui c'est évalué comme le marché le plus porteur, avec la capacité d'accroissement supérieure. Alors de là à tomber dans le grand complot, qu'on pollue délibérément une flotte pour la technologiser, n'allons peut-être pas jusque-là, n'empêche qu'avec une politique agricole commune qui serait réorientée vers l'intérêt général et qui ferait de la bio la condition sine qua non pour bénéficier et de l'accès à l'eau et de l'accès aux finances publiques, c'est sûr qu'il y a tout un pan de l'économie française qui s'écroulerait. Parce que là, pour le coup, vous savez, les multinationales de l'eau sont françaises. Donc je vous invite tous, demain après-midi, à venir creuser cet axe-là. Et puis je vous rappelle que demain, alors, la soirée continue avec, à 20h30, l'intervention de Florence Abès. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. On va en apprendre plein. Et puis on est en train de voir qui va remplacer l'irremplaçable Valérie Cabane. Voilà. Et puis demain matin, Ricardo, deuxième épisode, de 10h à midi. Et tout l'après-midi, les ateliers du futur. Et il y a Phil qui veut poser une question.
publicité avec Aldi, avec les grands supermarchés, et c'est catastrophique. Parce qu'ils vont s'en servir de la bio pour développer ce truc-là. Et ce qu'il faudrait sauver, c'est vraiment les derniers producteurs qui sont locaux, et même s'ils ne sont pas en bio. Et moi qui suis en bio, enfin qui suis un fervent partisan des bio depuis une vingtaine d'années, et bien maintenant, ça y est, j'ai changé, et ce qu'il faut vraiment sauver, c'est les derniers petits producteurs, c'est eux. Et il faudrait que les citoyens, on s'associe pour consommer localement, acheter chez eux directement. C'est à nous de mettre en place les trucs, parce que c'est eux qui peuvent encore transmettre justement à leurs enfants, parce que c'est des petites structures, des petites de quelques dizaines d'hectares. Parce que là, la bio, ça va être continué, c'est continué dans le mur, c'est une tromperie phénoménale. Maintenant, c'est une tromperie phénoménale. Je parle de la nouvelle bio, hein. Je ne parle pas du circuit qui existe depuis une vingtaine d'années, voilà. Donc c'était ça. Tu as tout à fait raison d'appuyer là-dessus, puisqu'aujourd'hui, c'est bien avec l'avènement de la bio-industrielle qui sert de cheval de Troie pour justifier l'accaparement des nappes phréatiques et l'émergence des bassines, hein, très clairement. Ça fait partie des arguments de vente. Voilà. Et très clairement, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les bassines en place ne génèrent pas cette agriculture qu'ils prétendent vertueuse, etc. Je propose qu'on s'arrête là et que...